Bien, je pense que nous allons débuter cette réunion. Alors, je me présente, je suis Michel Habib, je suis neurologue en fait au CHU de Marseille en France. Et je ne suis pas du tout un spécialiste du haut potentiel, en fait, c'est pas a priori ma spécialité. Je suis en fait plutôt un spécialiste des troubles d'apprentissage. Et c'est à ce titre-là que je m'exprime devant vous, parce que depuis que 20 ans que je m'occupe de cette problématique des troubles d'apprentissage, je me suis aperçu, et je pense que c'est une constatation qui est partagée par beaucoup d'entre vous, que beaucoup d'enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage ont de fait un potentiel au-dessus de la moyenne. Et ça m'a interrogé sur la signification possible de cette étrange coïncidence, pour finir par réaliser que ça n'en est probablement pas une. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, j'essayer de faire passer mes diapos une par une. Voilà. Alors, il y a déjà 20 ans, quand je commençais à peine à m'intéresser aux aspects neurologiques des troubles d'apprentissage, j'avais été frappé par cette incidence anormalement importante des hauts potentiels. Vous voyez ici, dans une des premières statistiques que nous avions faites sur 209 patients qui venaient consulter pour des troubles d'apprentissage, on a trouvé 21 d'entre eux avec un potentiel au-dessus au-dessus de 130, c'est-à-dire la définition du haut potentiel. Alors 21 sur 209, ça fait plus de 10%, ce qui doit vous étonner dans la mesure où, dans la population ordinaire, on s'attend au mieux à 2,5% de haut potentiel dans une population standard. En fait, voilà, vous vous rappelez cette courbe, la courbe de Gauss avec 2,01%, 2,1% d'incidence attendue du haut potentiel. Alors, comment expliquer cette différence? Bien sûr, on pourrait penser que c'est un biais de sélection, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a peut-être d'autres explications. Pour ce faire, je vais diviser mon exposé en plusieurs parties. D'abord, il me semble important d'aborder le thème général des troubles d'apprentissage, ce que nous, en France, on appelle les troubles 10. Je ne sais pas si ce terme est très utilisé au Québec, mais 10 pour dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Et en particulier, je rappellerai que la place des troubles d'apprentissage dans la nouvelle classification du DSM-5, des troubles du neurodéveloppement, et pour poser la question, est-ce que cette classification nous apporte quelque chose ou pas? Vous voyez déjà dans la façon dont je pose la question que j'ai déjà probablement une petite réponse. Et je vous montrerai également qu'on peut peut-être, au-delà de la classification classique, distinguer 3 formes de ces troubles qui correspondent à la dysfonction de 3 circuits cérébraux distincts qu'il est pratique d'avoir en tête quand on va aborder la question des enfants haut potentiel qui sont également 10 et qu'on a proposé d'appeler HP10 pour simplifier. Alors, j'aborderai donc la question de la fréquence du haut potentiel au sein des troubles 10 et pour arriver à décrire un profil cognitif singulier qui reflète l'expérience que j'ai eue dans mes 20 années de clinique de ces patients 10. Et que vous verrez que cette expérience m'amène à penser qu'il y a un profil singulier de ces troubles chez les hauts potentiels. Ensuite, on essayera d'envisager ensemble les mécanismes sous-jacents et en particulier en abordant la littérature sur la neuroscientifique et l'apport de l'imagerie cérébrale chez le haut potentiel en général. Vous verrez qu'il y a pas mal de travaux qui montrent comment fonctionne le cerveau d'un haut potentiel. Et chez le HP10, alors là, il y en a beaucoup moins, et en particulier, à ma connaissance, seulement 2 études qui ont étudié spécifiquement le cerveau de personnes qui sont haut potentiel et 10 en même temps. Alors, une hypothèse explicative suivra, et peut-être, si j'ai le temps, quelques idées pour conclure. Alors d'abord, les troubles d'apprentissage, je vais vous proposer une vision
un peu nouvelle qui se veut résolument neuropsychologique. En partant du DSM-5, que je présente sous la forme de ces poupées russes, à savoir les troubles spécifiques d'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, troubles de l'écriture, qui se retrouvent au sein de ce que nous appelons les troubles 10, avec en plus dysphasie, troubles du langage oral, dyspraxie, troubles de la coordination et les troubles de l'attention, dont le TDAH. Donc l'ensemble formant ce qui représente à peu près 5 à 8% de la population, donc la plus grande partie des troubles du neurodéveloppement, auxquels il faudra rajouter, vous le savez, l'autisme et la déficience intellectuelle, dont je serai très peu amené à parler aujourd'hui. Simplement pour vous montrer finalement que cet ensemble des troubles du neurodéveloppement est relativement rigide et laisse peu la place en particulier à toutes les comorbidités et les associations entre ces différents troubles qui ne sont pratiquement pas cités dans le DSM. Et c'est donc pour contrer cette difficulté que je vous proposerai de partager mon expérience clinique des troubles 10 de la façon suivante. L'idée est que l'ensemble des enfants qui viennent consulter pour des troubles 10 peuvent se caractériser dans un de ces trois profils. Un profil qu'on va appeler phonologique, qui est celui le plus connu, le plus classique de l'enfant qui n'arrive pas à entrer dans la lecture pour une raison qui apparaît comme linguistique, en nature, à savoir cette fameuse difficulté des processus phonologiques qui est considérée comme l'hypothèse la plus classique et la plus admise du trouble, de l'origine du trouble de la lecture. Mais un autre profil tout à fait différent qui se caractérise aussi par une difficulté d'entrée dans la lecture et pour lequel il n'y a aucun trouble ni linguistique ni phonologique qu'on puisse mettre en évidence. Et pour cela, on va le considérer comme un profil visio-attentionnel. Ce sont des enfants qui, comme le précédent, n'arrivent pas à entrer dans la lecture, mais avec des difficultés attentionnelles qui semblent pouvoir expliquer le trouble mieux que ne l'expliquerait un trouble linguistique ou phonologique. Et enfin, un troisième profil d'enfant qui ne répondent à aucune des deux caractéristiques précédentes et pour lesquels la difficulté semble être plutôt dans l'acquisition de la motricité, et qu'on va appeler dyspraxique, et qui peut être caractérisé par un retard moteur, en tout cas un retard relatif des acquisitions motrices par rapport au reste des acquisitions cognitives. Alors, le profil phonologique, bon, pour revenir sur ce qui est largement connu en matière de dyslexie, c'est évidemment l'enfant qui n'arrive pas à entrer dans la conversion graphophonémique, c'est-à-dire mettre ensemble les sons et les lettres, tout simplement parce qu'il lui manque un outil linguistique qu'il n'a pas développé avant l'entrée dans la lecture. L'enfant avec un profil visuo-attentionnel, c'est un peu différent. Lui non plus n'arrive pas à entrer dans la conversion graphophonémique, mais l'explication que l'on donne habituellement, c'est celui que donne une chercheure française qui s'appelle Sylviane Valdois, qui a beaucoup travaillé à Montréal, du reste, qui est un problème d'ajustement de la fenêtre attentionnelle, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas ajuster la taille de sa capacité attentionnelle visuelle à la taille des mots qui lui sont présentés. Et ça donne un type de lecture très particulier, qui est lettre par lettre, syllabe par syllabe, et qui est très coûteux du point de vue cognitif, avec peu d'erreurs, mais avec beaucoup d'hésitation et de difficultés et de coûts cognitifs et attentionnels. Ces enfants ont très souvent associé des éléments d'un trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité. Et le troisième profil, le profil dyspraxique, ce sont également des enfants qui n'arrivent pas à entrer dans l'écrit, mais très vite, on s'aperçoit que le problème de lecture va rentrer dans l'ordre après une année ou un peu plus de rééducation orthophonique ou pédagogique. Et en revanche, ce qui va prendre le devant de la scène, c'est le problème d'écriture, parce que les exigences en termes d'écriture vont, vous le savez, devenir de plus en plus importantes au fil des premiers mois d'apprentissage,
alors que, et donc la manifestation de dysgraphie va devenir de plus en plus prégnante et de plus en plus handicapante pour l'enfant. Donc, vous voyez, trois profils assez différents, mais on peut globalement considérer l'ensemble des enfants qui viennent consulter pour des difficultés d'apprentissage comme appartenant à un de ces trois profils, tout en sachant que ces profils peuvent s'associer entre eux. Alors, l'intérêt de distinguer ça, c'est qu'on a des raisons de penser que chacun des profils répond à une dysfonction de circuits distincts du cerveau. Alors, évidemment, le profil phonologique va répondre à une dysfonction des aires langagières de l'hémisphère gauche. Vous voyez ici l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, et également le fameux faisceau arqué qui unit ces deux régions et qui, du reste, est mal développé chez les enfants dyslexiques lorsqu'on fait des IRM de diffusion pour mettre en évidence les connexions entre les différentes régions. Donc, en gros, le premier type, c'est essentiellement une dysfonction des systèmes langagiers de l'hémisphère gauche. Le deuxième type, visio-attentionnel, ce sont des circuits totalement distincts qui sont essentiellement dans les lobes pariétaux du cerveau, où se situent les centres de l'attention, et également dans le lobe temporal gauche, où se trouve l'aire de la forme visuelle des mots qui est en relation avec ces centres de l'attention. Et on peut penser donc que c'est une dysfonction de ce circuit qui empêche les enfants du deuxième profil d'entrer dans la lecture. Quant au troisième profil, qu'on a appelé dyspraxique, c'est très probablement, avec une forte raison de penser, que ce sont des voies fronto-pariétales et en lien avec le cervelet qui sous-tendent la difficulté d'entrer dans les apprentissages avec cette connotation beaucoup plus motrice et éventuellement oculomotrice également, dans ce groupe d'enfants qu'on va avoir des troubles de la motilité oculaire qui peuvent justifier des traitements particuliers du point de vue ophtalmologique. Ici en France, on appelle ça des orthoptistes. Je pense qu'au Québec, c'est le même métier qui porte un nom un peu différent. Alors, ces trois profils sont assez souvent associés, mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser quand on va aborder la question des hauts potentiels, les deux derniers, à savoir le profil visio-attentionnel et le profil dyspraxique, qui réalisent un syndrome qui est relativement bien identifié, qu'on appelle souvent syndrome de dysfonction non-verbale, qui associe donc des éléments visio-attentionnels et visio-spatiaux à des difficultés d'ordre dysgraphique et parfois une dyscalculie. Voilà le profil cognitif classique du SDNV, syndrome des dysfonctions non-verbales. Vous avez certainement entendu parler de ce tableau qui n'est pas catalogué dans le DSM. Il ne fait pas partie des troubles officiels répertoriés dans le DSM-5. En revanche, c'est un trouble qui existe, qu'on rencontre assez souvent en clinique. Alors voilà ses principales caractéristiques. Développement normal du langage, parfois supérieur et plus souvent de la lecture. Faiblesse en mathématiques, écriture, aptitude visuospatiale, ce sont les points faibles. Mais souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas été diagnostiqués durant la petite enfance par un diagnostic de dyspraxie, mais que ces difficultés ont été plus ou moins compensées, et ce n'est qu'à partir d'un certain âge, probablement au tout début de l'adolescence, que les troubles apparaissent vraiment handicapants et source de difficultés, en particulier dans la scolarité. Alors, une scolarité qui a jamais été franchement très bonne, mais en général, les enfants arrivent en compensant, à compenser leurs différents types de troubles, et ce qui explique le retard habituel de diagnostic. On évoque aussi une distractibilité qui rappelle les formes inattentives de TDAH, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas agités, sont parfois un peu impulsifs, mais sont surtout très, très inattentifs, avec une attention qui est labile, qui ne persiste pas dans le temps, et une capacité à être distrait très facilement par les stimuli extérieurs ou intérieurs, du reste. Et un contraste entre l'intelligence verbale et non verbale, qui, lorsqu'on fait un QI, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre le verbal qui est
normal, voire supérieur, et le non-verbal qui est plutôt bas. Et vous allez voir que ce décalage va persister dans notre description des hauts potentiels HP10 qu'on abordera dans un instant. Par ailleurs, un contraste entre l'intelligence verbale et des faibles compétences dans certains aspects du langage, ce qu'on appelle la pragmatique, en particulier tout ce qui est de l'ordre de la compréhension des métaphores, du sens figuré, de l'humour, du second degré, et qui rappelle un petit peu ce qu'on voit dans un syndrome que vous connaissez bien, qui est le syndrome d'Asperger. Mais ici, on ne parlera pas de syndrome d'Asperger dans la mesure où il manque les autres aspects de ce syndrome, en particulier les aspects affectifs et les intérêts restreints qu'ont les enfants Asperger. Donc voilà, c'est une particularité linguistique qui contraste avec le langage qui s'est développé par ailleurs tout à fait normalement. Et puis une personnalité introvertie, des difficultés à établir des relations sociales. Voilà donc ce profil cognitif du SDNV. Moi, j'utilise volontiers un test qui a été fait à Montréal, hein, qui a été fait par Madame Lucier, Francine Lucier, où on propose des expressions et on lui demande de dire parmi le choix multiple, les 4 choix, quelle est celle qui se rapproche le plus de l'expression cible. Alors, par exemple, tu m'as enlevé une épine du pied. On verra très bien ces adolescents qui, par ailleurs, sont intelligents, hein, qui vont répondre de façon au premier degré. J'ai une écharpe dans le pied. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut se lever tôt pour réussir dans la vie. Tu arrives comme un chien dans un jeu de quilles, tu arrives trop tard, etc. Donc, vous voyez, cette adolescente ici, dont j'ai pris la feuille de réponse, qui a un quotient intellectuel à 110, 115, donc, et un quotient verbal qui est tout à fait normal, hein, va se retrouver en difficulté lorsqu'elle doit utiliser le langage dans des situations particulières de l'ordre de ces fonctions métaphoriques de la langue. Okay. Voilà, tout ça pour vous rappeler ce tableau. Donc, nous allons passer à cette nouvelle entité nosographique qu'on va proposer d'appeler les HP10, et vous allez voir qu'elles associent finalement les caractéristiques d'un haut potentiel à des caractéristiques de ce syndrome non verbal. Alors, tout d'abord, juste pour fixer les esprits, on sait bien que statistiquement, à l'échelle d'une cohorte, l'intelligence et la réussite scolaire sont étroitement liées. Les enfants les plus intelligents sont ceux qui réussissent le mieux à l'école, il n'y a pas de doute. Mais si on regarde cette très grosse population de plusieurs milliers d'élèves qui ont été analysés à la fois sur le QI ici en abscisse et sur leur performance scolaire en ordonnée, on voit qu'il y a quand même une petite partie qui est dans cette ellipse bleue là, qui ont un haut potentiel au-delà de 130, mais qui réussissent assez moyennement, parfois pas très bien au point de vue scolaire, en tout cas pas aussi bien qu'on s'y attendrait de par leur intelligence. L'hypothèse que je vais faire, c'est que, selon toute vraisemblance, cette frange minoritaire des surdoués sont précisément ceux qui souffrent parallèlement de troubles 10, qu'ils aient ou non été diagnostiqués comme tels. Parce que le gros problème de cette population d'enfants haut potentiel et 10 à la fois, c'est que les deux aspects se masquent mutuellement. C'est-à-dire que l'intelligence ne se voit pas si on ne l'a pas mesurée à cause du trouble qui laisse penser que l'enfant a juste une intelligence moyenne, et le trouble ne se voit pas non plus parce qu'il a été compensé grâce à l'intelligence. Je dirais même à cause de l'intelligence. Pourquoi à cause? Parce que ça entraîne des retards de diagnostic, et ces retards de diagnostic, on va le voir, sont assez préjudiciables pour l'enfant, y compris et surtout, je dirais, du point de vue psychologique, de son équilibre psychologique. Le fait de ne pas savoir où se situer du point de vue de son intelligence par rapport au reste de sa classe, tant qu'on n'a pas mis une étiquette sur la nature de son problème, on reste dans un flou qui est générateur de malaise psychologique. Voici pour une analyse un peu plus poussée de 20 enfants à haut potentiel intellectuel que nous avons reçus dans nos consultations de troubles d'apprentissage et donc qui étaient en difficulté d'apprentissage, dont une partie en difficulté de lecture. On a mis ici en ordonnée, en abscisse, l'intelligence verbale, hein, le quotient verbal, ICV,
indices de compréhension verbale. Et ici, pour ceux qui connaissent bien la pratique des échelles de Wechsler, il s'agissait du WISC 4, c'est-à-dire l'ancienne version de l'échelle de Wechsler. Et on a une indication de l'intelligence non verbale par cet indice IRP. Okay. Et ce que l'on voit, c'est que la plupart des points sont distribués dans la partie inférieure droite de cette courbe, montrant qu'il y a une déviation, un biais vers une haute intelligence verbale, alors que l'intelligence non verbale reste dans la moyenne. Il y a donc souvent, on le voit ici, à peu près 20 points d'écart en moyenne chez ces enfants au potentiel entre leur intelligence verbale, il y a une moyenne qui va au-delà de 140 d'intelligence verbale, et l'intelligence non verbale qui reste autour de 115, et pour certains beaucoup plus basse même. On voit un écart très important entre 138 d'intelligence verbale et seulement 90 d'intelligence non verbale, c'est-à-dire près de 50 points d'écart, ce qui est assez énorme, ce qui fait une grosse dissociation, une grosse hétérogénéité au sein de son intelligence. Alors, mon expérience clinique, notre expérience dans notre groupe, c'est que ce profil d'hétérogénéité en faveur de l'intelligence verbale et aux dépens de l'intelligence non verbale est assez caractéristique de ce sous-groupe des hauts potentiels qu'on a appelé HP10, qui associe HP et 10. Alors, si on regarde de plus près, par exemple, il n'y en a qu'un seul parmi les 20 qui a un profil inverse, c'est-à-dire meilleur en non-verbal qu'en verbal. Il y en a une minorité qui sont à peu près à égalité entre le verbal et le non-verbal, vous voyez, 5 sur 20, et la grande majorité ont ce fameux profil de supériorité, large supériorité du verbal sur le non-verbal au point de vue de leur profil intellectuel, de leur profil cognitif. Alors, pour ceux qui sont familiers avec l'ancienne présentation du WISC, donc le WISC 4, voilà le profil typique que cela donne lorsqu'on a devant les yeux un résultat du test psychométrique réalisé grâce à cette épreuve, l'épreuve de Wechsler. On voit ici des notes entre 16 et 19 sur tous les subtests qui font appel à l'intelligence verbale, et des notes à peine dans la moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne pour ceux qui font appel à du raisonnement non verbal, comme le test des cubes ou un ancien test qui n'est plus utilisé à l'heure actuelle, qui est de raisonnement non verbal. Encore, le test des matrices ici est un peu meilleur, qui prouve que la capacité à raisonner sur des dessins est vraiment bonne, mais elle est significativement en dessous de ce qu'on attendrait eu égard à la capacité générale qui est reflétée par l'intelligence verbale. Alors, ce que l'on va voir également, c'est que en dehors de ces deux indices principaux, le verbal et on va dire, perceptivo-spatial, il y a également un troisième indice qui est l'indice de mémoire de travail, qui se trouve assez souvent lui-même en écart par rapport à l'indice verbal, et de façon optionnelle, l'indice de vitesse de traitement. Ici, l'épreuve des codes. Je ne sais pas si vous connaissez cette épreuve. Il s'agit de remplir les cases à partir des codes. Il faut donc avoir une rapidité de passage du modèle à l'exercice, et puis avoir une aisance graphique et une attention soutenue. Ces trois éléments qui pourraient faire défaut lorsqu'on a une faiblesse dans ce test ici, qui fait partie de l'indice de vitesse de traitement. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes très, très familier avec ça ou pas, mais j'essaye d'avoir un discours qui soit un petit peu intermédiaire pour m'adapter à chacun des niveaux de connaissance du public. Mais bon, j'imagine que si vous vous êtes inscrit à ce symposium, c'est que vous vous intéressez dans votre pratique professionnelle à l'intelligence, et que vous rencontrez des enfants qui sont à la fois intelligents et en difficulté, et que vous avez dû voir ce genre de profil, ce genre de dissociation au sein des profils cognitifs de ces enfants. Alors, les points de faiblesse, en général, au-delà de ce qu'on peut voir à travers l'échelle d'intelligence de Wechsler,
Ce sont les aptitudes visuospatiales, par exemple le test des cubes qui fait partie de l'échelle de Wechsler, mais aussi la figure de Ré, cette fameuse copie de la figure géométrique là, qui évalue de façon quantifiable les difficultés visuo-constructives que certains de ces enfants peuvent avoir. L'écriture, évidemment, qui, avec cette difficulté de faire un diagnostic entre une écriture trop rapide, car la pensée va trop vite chez un jeune à haut potentiel, ou une véritable dysgraphie. Et vous savez, si vous pratiquez ce genre de diagnostic, que c'est souvent difficile de faire la part et qu'il faut prendre le temps de trancher entre de simples conséquences de « ça va trop vite dans ma tête, alors j'écris mal okay », et une véritable dysgraphie qui peut être liée à un véritable déficit associé dans le domaine de la coordination de la motricité fine. Alors, autre point faible, c'est l'attention et la concentration. Il y a une forte fréquence d'association de ce profil avec des troubles déficitaires d'attention et parfois même un TDAH au complet avec les manifestations extériorisées que sont l'agitation et l'impulsivité. Et puis également, ça rappellera le profil du syndrome non-verbal dont je parlais tout à l'heure, des difficultés d'interaction avec les pairs qui se traduisent à minima par une certaine timidité ou un certain repli sur soi, et puis parfois une véritable difficulté à s'intégrer dans le groupe et dans les activités de récréation ou sportives pour les enfants les plus jeunes. Mais souvent, finalement, grâce à cette capacité étonnante et très importante de compensation qu'ont ces enfants à haut potentiel, cela peut avoir aucun ou peu d'impact apparent sur les activités scolaires et donc rendre le diagnostic tardif ou difficile. Alors voilà un autre exemple d'enfants à haut potentiel venus consulter pour des difficultés scolaires, mais ici on a le profil exactement inverse. Je soulignerai le fait que ce profil-là est beaucoup plus rare que le précédent. Je vous ai montré un cas seulement sur 20 pour 14 cas sur 20 du profil du contraste opposé. Donc, dans ce cas-là, c'est une dyslexie, un enfant dyslexique avec un défaut de langage oral qui se manifeste donc par ces performances en verbal qui sont dans la moyenne, mais pas excessives, par rapport à d'excellentes performances dans le raisonnement non verbal. Pour certains, on pourrait penser qu'il y a que l'efficience non verbale serait surdéveloppée comme compensation du déficit de raisonnement verbal. C'est une hypothèse qui, à mon avis, n'est pas la plus probable, car, par exemple, l'épreuve des matrices, qui est une épreuve qui est très robuste et qui n'est pas du tout sensible aux aspects culturels ou éducatifs, quand on a 15 à l'épreuve des matrices, difficile de penser que c'est juste une compensation d'un déficit verbal. Sinon, la plupart des enfants qui ont une dysphasie auraient 15 aux matrices, ce qui est loin d'être le cas. Donc, pour moi, c'est vraiment une dissociation intrinsèque dans le profil cognitif de ces enfants. Alors, le fait que la mémoire de travail soit aussi plus basse vient en association avec le trouble de langage pour caractériser d'ailleurs un trouble de la mémoire auditivo-verbale en plus de la mémoire de travail qui caractérise ce cas en particulier. Alors, on peut voir toutes sortes de patterns, de patrons. Hein. Par exemple, ici, un cas d'un patient, d'un enfant sévèrement dyslexique qui a relativement bien compensé avec un trouble de l'attention associé. Et on voit que ici, l'intelligence verbale et perceptive sont plutôt hautes, plutôt bonnes. Et c'est la mémoire de travail qui est l'élément le plus bas avec un moindre degré la vitesse de traitement. Cela revient un petit peu à notre profil de dyslexie visio-attentionnelle, hein, un enfant qui a des difficultés importantes dans la lecture, mais sans aucune difficulté linguistique et avec des troubles de l'attention associés qui participent probablement à la fois de son trouble de la lecture et probablement de l'ensemble de ses difficultés au niveau scolaire.
avec parfois une hyperactivité qui peut contribuer à accentuer les difficultés au niveau scolaire. Donc, ce profil-là, on va dire qui est assez fréquent, moins fréquent que le précédent, peut aussi entraîner des manifestations psychopathologiques comme des troubles des conduites à l'adolescence. On a rencontré assez régulièrement des enfants qui ont un profil de haut potentiel avec une dyslexie visio-attentionnelle et un TDAH modéré et qui vont évoluer vers des troubles des conduites à l'adolescence sans qu'on puisse expliquer plus avant, donner des explications à cette coïncidence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, je reviens un petit peu sur la notion de dyslexie visio-attentionnelle, qui est peut-être les orthophonistes parmi vous sont familiers avec ce concept, mais peut-être pas les autres. Alors, il faut savoir que ça a été décrit par une chercheuse française qui s'appelle Sylviane Valdois, qui propose pour faire le diagnostic une épreuve toute simple qu'elle appelle le report global, où on présente à l'enfant 5 lettres qui apparaissent brièvement sur un écran, comme ceci, et il doit simplement répéter à l'oral les lettres qu'il a vues. Okay. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a 2 types de dyslexiques. Il y a ceux qui arrivent à faire cette tâche facilement. Ils peuvent être très sévèrement dyslexiques, mais ils n'ont aucune difficulté à rapporter la succession des lettres. Et ceux d'entre eux pour qui c'est difficile. Et quand c'est difficile, en général, c'est aux dépens des lettres, des 2 dernières lettres, celles du côté droit, comme si leur attention était focalisée sur la partie gauche de la chaîne de lettres, aux dépens de la partie droite. Et ce profil-là, finalement, nous l'avons retrouvé assez régulièrement chez nos enfants haut potentiel et dyslexiques. Voilà, par exemple, une dizaine d'enfants avec haut potentiel et troubles d'apprentissage, par opposition à des hauts potentiels sans troubles d'apprentissage. Lorsqu'on en fait le test de Valdois, on voit que sur les positions 4 et 5 des lettres, il y a un déficit significatif, en moyenne, par rapport à des enfants qui ont la même intelligence, mais qui ne sont pas dyslexiques. Ce qui veut dire que cette dyslexie a tendance à adopter un profil visio-attentionnel plus qu'un profil linguistique et phonologique du premier type que je vous citais tout à l'heure. Et par ailleurs, nos enfants au potentiel dyslexique avaient des performances en lecture qui sont probablement en dessous de ce qu'on attendrait par rapport à leur intelligence générale, mais dans la moyenne, vous voyez, la moyenne est à 0, là, vous voyez. Si on s'en tient à la performance par rapport à l'âge, performance requise par rapport à l'âge sur une tâche simple de lecture de mots, on voit que ces enfants ont une performance normale. Mais elle est moins bonne que chez des hauts potentiels non dyslexiques, évidemment. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici des tâches de compréhension en lecture, certes, on est moins bon là que des hauts potentiels homogènes, mais on reste largement au-dessus de la moyenne, vous voyez, à plus 0,75 écart type par rapport à la norme. C'est-à-dire que nos dyslexiques visio-attentionnels au potentiel ont une compréhension écrite qui est supérieure à celle de la moyenne des individus ni dyslexiques ni au potentiel. Et là aussi, ça suggère des stratégies de compensation, c'est-à-dire que ces enfants, grâce à leur intelligence, sont arrivés à compenser leur trouble de la lecture. Et notre expérience, c'est que c'est probablement une des causes de retard de diagnostic d'enfants qui arrivent jusqu'au début de l'adolescence sans avoir été diagnostiqués dyslexiques parce qu'ils sont arrivés à tromper leur monde, comme on dit, grâce à une très bonne intelligence qui leur a permis de compenser. Alors maintenant, avec le WISC-5, on a des profils un peu plus complets, en particulier dans le domaine du non-verbal. Vous voyez, on peut avoir des dissociations entre ce qui s'appelle maintenant l'indice visio-spatial, avec à la fois le même test des cubes que celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans ce cas-là qui est très très bas, à 5,
et le raisonnement fluide, qui traduisent plutôt l'intelligence inhérente de l'individu, en particulier l'épreuve des matrices. Vous voyez, c'est une très grosse dissociation qui justifie finalement de ne pas mettre dans un seul chapitre ces deux aspects du non-verbal, les séparer. Le perceptif, qui est perceptif et visio-spatial, et le raisonnement de ce qui tient réellement au raisonnement non-verbal, hein, qui peut être dissocié des aspects perceptifs. Et dans certains cas, comme celui-ci, vous voyez une nette dissociation qui nous parle du point de vue des mécanismes et qui vont pouvoir peut-être orienter vers des prises en charge plus spécifiques grâce à cette nouvelle dissociation que nous autorise de faire le DSM-5. Alors ici, il s'agissait d'un enfant de 7 ans et demi qui avait une dyspraxie vidéoconstructive avec une dysgraphie et un TDAH caractérisé. Voici un autre profil de DSM, de WISC-5, un enfant également dyspraxique, un peu impulsif, qui a un défaut de cognition sociale avec un problème d'interprétation des métaphores qui évoque, comme je vous le montrais tout à l'heure, un Asperger, avec en plus des intérêts restreints qui nous ont amené à l'amener en consultation en pédopsychiatrie, qui a confirmé le diagnostic de syndrome d'Asperger. Et vous voyez qu'a priori, sur le plan purement cognitif, il pourrait ressembler à un haut potentiel avec cette dissociation, comme une sorte de forme de passage entre le haut potentiel avec défaut dans le domaine non-verbal et le syndrome d'Asperger à proprement parler, avec son aspect complet, là, qui n'est pas toujours présent chez nos patients. C'était le cas d'ailleurs de celui-ci, un enfant un peu plus grand, qui avait un haut potentiel plutôt homogène, vous voyez, sauf pour la mémoire de travail. On l'a mis sous méthylphénidate avec un effet positif sur ses troubles de l'attention. Et on avait noté un certain défaut de théorie de l'esprit, difficulté à apprécier les états mentaux d'autrui. Mais il n'y avait aucun défaut, aucun manque d'intérêt restreint qui ont amené les pédopsychiatres à éliminer le diagnostic de syndrome d'Asperger. Donc, on ne garde que entre guillemets, celui de troubles des fonctions exécutives chez un enfant à haut potentiel. Voilà. Un enfant plus grand, de 16 ans, avec un trouble attentionnel sur les questionnaires cliniques, et assez hétérogène. Alors ici, le terme de précocité peut être contesté, parce que vous voyez, il a 127 d'indices de raisonnement verbal. Hein. Normalement, c'est 130 pour pouvoir entrer dans le critère de précocité intellectuelle. Mais malgré tout, avoir 17 au test des similitudes, à moins d'avoir appris par cœur les réponses, ça relève quand même de capacités intellectuelles brillantes. Par ailleurs, on avait une probable dyscalculie et des éléments donc d'un syndrome de dysfonction non verbale avec une tendance très introvertie qui a pu faire parler aussi de syndrome d'Asperger, mais récusé également par les pédopsychiatres. Alors, pour revenir à notre profil de début, le profil typique, là, hein, donc, le profil le plus fréquent, c'est celui-ci. Un haut potentiel verbal, des performances dans la moyenne, mais qui, par contraste avec le potentiel verbal, pourraient avoir une signification de déficit et pourraient être l'explication des difficultés rencontrées au niveau scolaire, et en particulier à être corrélé avec l'importante dysgraphie qui, chez la majorité de ces enfants, reste le handicap le plus important, le frein le plus important dans leurs apprentissages scolaires, avec ou pas une altération de la mémoire de travail selon l'intensité d'un trouble dysexécutif associé qui peut ou non exister. Vous voyez ici 148 de ICV, 114 de raisonnement perceptif. Alors là, on n'a pas la dissociation possible entre l'intelligence fluide et l'indice visio-spatial, mais
on peut présumer que l'intelligence fluide serait un peu meilleure que l'indice visuospatial, comme ça arrive souvent. Ici, un quotient total qui a été calculé, et vous savez qu'en général, on préconise de ne pas calculer le quotient intellectuel total quand il y a dissociation au sein du profil cognitif. Donc là, le psychologue s'est permis de le calculer. Ça n'a pas une grande valeur, ce n'est pas très intéressant, si ce n'est pour te dire qu'effectivement, cet enfant est très intelligent. Alors, à côté de cette, on va dire, de la psychométrie qui va caractériser les enfants au potentiel, souvent, on est amené à poser des questions d'ordre qualitatif sur l'intelligence qui ne sont pas reconnus comme officiellement et internationalement comme des critères de haut potentiel, mais qui, moi, dans mon expérience clinique personnelle, sont précieux pour venir compléter les chiffres obtenus par le WISC et les échelles d'intelligence. Et en particulier, un nom que vous connaissez peut-être parce qu'il est très célèbre dans le domaine des hauts potentiels, qui est un psychologue de Nice, en France, qui est Jean-Charles Terrassier, qui a proposé, il y a plus de 20 ans, un questionnaire qui reste très utile, je trouve, pour définir les caractéristiques non mesurables, finalement, de l'intelligence et de la précocité, en termes de, par exemple, aime beaucoup dialoguer avec les adultes, pose beaucoup de questions variées et originales, peut toujours savoir le pourquoi de tout, quoique parfois distrait, capable, quand quelque chose ou quelqu'un l'intéresse, de faire des observations d'une étonnante perspicacité. Ça, c'est ce que nous racontent les parents. C'est l'étonnement qui a fait parler à un moment de précocité plutôt que de haut potentiel, parce que c'est des enfants qui, très jeunes, paraissent raisonner comme un adulte. Vous les connaissez tous, vous les avez vus, et vous savez également que ces critères-là ne sont pas considérés comme des critères de diagnostic, en tout cas. Et c'est dommage, parce que tout particulièrement pour ceux qui ont à la fois un haut potentiel et des troubles associés, des troubles 10 associés, on pourrait s'aider vraiment de façon intéressante de ces critères non formels, non quantifiés. Toujours dans le domaine on va dire des aspects non cognitifs, puisque là on va vers le côté émotionnel. On avait fait une petite étude sur l'estime de soi des enfants haut potentiel en difficulté scolaire. Et on a été assez surpris de voir cette corrélation vraiment importante entre le haut potentiel, et en particulier l'écart verbal-non-verbal, et les capacités d'estime de soi. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus haut potentiel, et donc le plus haut écart verbal-non-verbal, puisque avoir 145 de verbal, pour pouvoir avoir plus de 30 vous voyez, un écart ICV-IRP de 30, ça oblige à avoir un ICV très haut, sauf à être vraiment très très bas en non-verbal. Mais globalement, voilà où ils se situent. Plus cet écart est important, plus leur estime de soi va être basse. C'est assez paradoxal, comme si les plus intelligents et ceux d'entre eux avaient une très haute conscience de leur différence, et à cause de cette haute conscience de la différence, vont se mettre en faiblesse d'estime de soi. Ça, c'est vraiment une constatation qu'on a faite de façon très répétée, à savoir des enfants qui sont hautement intelligents et qui se définissent comme médiocres du point de vue intellectuel. Moi, j'aime bien leur donner une ligne tracée sur une feuille, de dire, voilà, sur cette ligne, tu as représenté 100 enfants de ton âge, de ta même classe. Okay, à gauche, tu as les 30 moins intelligents, et à droite, les 30 plus intelligents. Et je leur dis, et toi, tu te situerais où sur cette ligne? Et assez typiquement, les élèves qui ont ce profil-là, donc une intelligence très très haute, vont se situer à la moyenne ou un peu en dessous de la moyenne. S'ils devaient apprécier leur propre intelligence, ils seraient entre 90 et 100. Et donc, c'est vraiment frappant. Et on peut considérer que presque que c'est
leur haute perspicacité, leur haute intelligence, qui les amène à avoir une sous-estimation de leurs propres capacités. Alors tout se passe comme si le fait de ressentir confusément, lorsque cela ne lui a pas encore été explicité, cette sorte de tiraillement entre c'est trop facile et je n'y arrive pas, bon, c'est une hypothèse hein, ou un exemple, ce n'est pas valable pour tous, hein, serait générateur de perplexité anxieuse, de dégradation de l'image de soi, qui, si elle persiste, peuvent provoquer des dégâts considérables et durables. Et donc, d'où l'intérêt de rétablir la réalité. Hein, si certains de ces enfants n'ont pas ont traîné avant d'avoir un diagnostic de haut potentiel, il ne faut pas attendre. Et donc, nous sommes en faveur de faire, dès qu'on a le doute, de faire un quotient intellectuel aux enfants pour éviter ces dégâts, justement, qui seraient liés à la persistance d'une méconnaissance, de cette double méconnaissance, finalement, à la fois de leur véritable intelligence et aussi de la cause de leur difficulté. D'où la nécessité, nous le reverrons, de bien connaître l'éventualité de cette association pour la repérer dès que possible et, grâce à des explications adéquates, tant vers l'enfant lui-même que sa famille et ses enseignants, replacer sa réalité cognitive par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Alors, en résumé, je dirais que les enfants intellectuellement précoces et en difficulté d'apprentissage ont un profil cognitif étonnamment stéréotypé. Outre des compétences verbales supérieures et les caractéristiques classiques de raisonnement, de curiosité et de créativité, leurs difficultés sont également similaires, relevant très généralement d'un déficit relatif dans les fonctions non verbales, praxie, graphisme, temporalité, attention. Souvent, ils sont un peu perdus dans le temps, pas tous, certains ont des problèmes, ce qu'on appelle dyschronie parfois. La caractéristique cognitive est un profil hétérogène du QI, en général en faveur des aptitudes verbales, qui sont excellentes, et aux dépens du secteur non-verbal, assez proche d'un profil dyspraxique, avec ou sans trouble d'attention. Sans doute en lien avec un profil émotionnel spécifique, fait d'empathie et de sensibilité exacerbée, et de difficultés relatives dans l'établissement de relations avec les pairs. Ils souffrent systématiquement d'une faiblesse paradoxale de l'estime de soi, strictement proportionnelle à l'écart entre leur intelligence et leur réussite. Lorsqu'il existe une dyslexie, elle est volontiers de type visio-attentionnel, sans trouble phonologique ni retard de langage, et avec un défaut de traitement de la forme visuelle des mots, et surtout sa sévérité est systématiquement sous-estimée du fait des hautes capacités de compensation. Voilà donc le résumé du tableau clinique. Je voudrais pour terminer vous rendre compte de ce que j'ai retrouvé dans la littérature neuroscientifique en imagerie cérébrale sur ces hauts potentiels 10. Alors, d'abord, sur le haut potentiel, en général, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a une convergence dans les travaux qui ont été faits pour montrer qu'il y aurait une suractivité chez les hauts potentiels d'un réseau qui unit la région frontale aux régions pariétales, ce qui va bien dans l'idée que ces enfants ont une grande rapidité et une grande efficacité des liens entre le perceptif et le raisonnement exécutif, si vous voulez, puisque l'exécutif, c'est plutôt dans le frontal, le perceptif, c'est plutôt dans le pariétal, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de noter que les connexions anatomiques entre les régions frontales et pariétales, donc des faisceaux de la substance blanche qui unissent le cortex à l'arrière et le cortex à l'avant de chacun des deux hémisphères, sont plus développés et mieux organisés et proportionnels en proportionnalité avec le degré d'intelligence. C'est-à-dire les plus hauts potentiels ont des connexions plus fortes entre les régions pariétales, mais je parle là du point de vue anatomique, pariétal et frontal. Et également au niveau des connexions entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche à travers le corps calleux. Vous savez que c'est cette partie du cerveau qui contient toutes les fibres qui unissent l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui est également proportionnelle à différents subtests du WISC. Au-delà de ces constatations, ce seraient en fait toutes les connexions à l'intérieur d'un vaste réseau cérébral qui serait mieux organisé et plus robuste chez les enfants et les adultes qui ont un plus haut potentiel, avec une participation génétique. Ça, c'est une étude, par exemple, chez des jumeaux,
qui a montré, vous voyez, chacun des points jaunes, ce sont les points qui sont mieux connectés, qui sont plus connectés en fonction, au fur et à mesure que l'intelligence augmente. Et spécialement chez les jumeaux, c'est-à-dire que les points jaunes sont ceux chez qui cette hyperconnectivité est probablement génétiquement déterminée. Alors donc, en résumé, le cerveau du haut potentiel, je parle du haut potentiel en général, on va voir après le haut potentiel 10, une plus forte densité des projections du lobe pariétal sur le cortex frontal, d'où une connectivité plus efficiente entre les régions perceptives spatiales et les systèmes exécutifs, expliquant, entre guillemets, la qualité des raisonnements, en particulier mathématiques. Une plus forte épaisseur du corps calleux, et au-delà de ces caractéristiques, c'est toute la connectivité à l'intérieur d'un vaste réseau qui serait corrélé à l'intelligence. Alors, chez les HP10, on est assez déçus parce qu'il y a très peu de travaux. J'en ai trouvé 2. Le premier, il n'est pas très informatif. Je vais m'arrêter un peu plus sur le second, qui est celui d'une équipe de Lyon en France, qui a étudié des enfants qui ont un profil de haut potentiel hétérogène par comparaison à des enfants qui ont un profil de haut potentiel homogène. Alors, ce que je vous montre ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir ces petits points bleus. Ces points bleus, en fait, représentent la structuration des fibres qui unissent les régions pariétales et frontales et qui unissent l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Et chaque fois qu'il y a une couleur bleue, c'est que cette structuration est mieux organisée, plus forte par rapport à des enfants ou des adultes, je crois que c'était des enfants là, non au potentiel. C'est-à-dire que chaque point correspond à une meilleure organisation des faisceaux de substances blanches chez des hauts potentiels par rapport aux non hauts potentiels, à des enfants d'intelligence ordinaire. Ensuite, il y a une deuxième étude. Alors voilà, donc lorsqu'on prend des enfants qui sont au potentiel homogène, on voit toutes ces fibres assez symétriques entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui sont mieux développées chez eux que chez des enfants à intelligence ordinaire. Maintenant, si on regarde les hauts potentiels hétérogènes qui ressemblent plus à nos profils de HP10, c'est-à-dire un haut potentiel verbal et des performances non verbales à peine dans la moyenne. C'est ce que rapporte, je ne vous montre pas les détails de l'étude, mais c'est ce que rapportent ces auteurs dans leur population hétérogène. Eux aussi, également, comme nous, retrouvent une grande majorité d'enfants qui ont ce profil hétérogène en faveur du verbal et aux dépens du non-verbal. Eh bien, on va voir que ce qui caractérisait la supériorité, entre guillemets, des hauts potentiels homogènes par rapport à des enfants à intelligence ordinaire est toujours présent, mais seulement dans l'hémisphère gauche. Dans l'hémisphère droit, on ne retrouve plus cette différence. Et également au niveau du corps calleux, vous voyez, alors que les hauts potentiels homogènes ont plus de fibres interhémisphériques ou des fibres mieux organisées entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche que des enfants à intelligence ordinaire, des hauts potentiels hétérogènes n'ont pas cette supériorité par rapport aux enfants à intelligence ordinaire. Okay. Donc, en d'autres termes, on a là un substrat cérébral de notre description clinique du haut potentiel hétérogène, finalement, toujours dans le sens qui nous apparaît comme le plus fréquent, le plus typique, à savoir un décalage entre le verbal qui est excellent, qui est le vrai haut potentiel, si vous voulez, et tout ce qui est non-verbal, avec les différentes subcomposantes du domaine cognitif non-verbal, qui seraient moins développées. Alors, donc, l'hypothèse que je vais proposer, c'est celle-ci. Il y aurait on pourrait considérer le HP10 comme un syndrome neurodéveloppemental avec 4 niveaux explicatifs. Un niveau génétique où il y aurait d'une part un gène qui serait à l'origine d'un défaut de connectivité hémisphérique droite, d'où le syndrome non-verbal.
et un autre gène qui coexisterait avec le précédent, qui lui entraînerait une hyperconnectivité fronto-pariétale écaleuse bilatérale et qui caractériserait le haut potentiel. On l'a vu, disons que ce gène-là serait à l'origine du haut potentiel et celui-ci à l'origine du syndrome non-verbal. Et la coexistence des deux entraînerait ce qu'on appelle un phénotype HP10. Okay. Alors évidemment, c'est une hypothèse qui ne vaut qu'en tant qu'hypothèse, mais elle permettrait de rendre compte, à mon avis, de façon intéressante et plausible des dissociations que l'on observe du point de vue clinique chez ces enfants. Voilà, je vais m'arrêter là pour attendre vos questions si vous en avez. Alors, je pense que Julie Fortin a levé la main et je vais vous donner la parole, mais je ne sais pas comment faire. Ça va, je peux le faire. Voilà, ça y est, je vous entends. Je vous entends. OK. Non, c'est parce que je pensais que vous ne pouviez pas prendre le son vous-même, mais vous pouvez. Je vous écoute, merci. Merci beaucoup. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de nous présenter vos tableaux et de partager votre expérience. De mon point de vue, je trouve ça extrêmement éclairant. Au cours de votre présentation, vous avez d'emblée répondu à plusieurs des questions que je me posais au préalable. Par contre, la dernière question que j'avais, ça concerne justement votre dernière diapositive sur l'hypothèse que vous proposez, l'hypothèse génétique. On dit souvent, on entend souvent dans le milieu que les enfants qui ont une dyslexie, il y aura un des deux parents qui aura été dyslexique. Même chose pour le haut potentiel intellectuel. Alors, d'après votre pratique, est-ce que c'est essentiellement un profil qui serait héréditaire, génétique, simplement aléatoire de manière neurologique ou un amalgame des tout? Quelle serait la proportion entre la génétique puis l'hérédité, puis dans ces profils? Bon, c'est une question qui est difficile parce que oui, c'est plutôt, on peut y répondre que subjectivement. Pour ce qui est des troubles 10, la partie 10, hein, dyslexie ou autres difficultés, on sait que certains environnements sont capables de modifier de façon importante l'expression du trouble. Hein. En particulier, on sait que les défauts culturels, les défauts socio-économiques, les personnes en carence, etc., les familles qui sont culturellement moins... Est-ce que c'est mon téléphone qui sonne? Ça ressemble à un téléphone canadien, et non pas français. Donc pour ce qui est des troubles 10, je pense qu'on manque de données pour faire savoir quelle est la part de l'un et de l'autre. J'aurais tendance à vous répondre que dans des milieux socio-économiques standards, le génétique prend le pas sur l'environnemental. Ce qui n'est pas le cas du tout dans d'autres milieux où on peut avoir, je dirais, plus de 50% de ce que l'on observe en termes de déficit qui est probablement lié à l'environnement. Pour ce qui est de la partie haut potentiel, en revanche, là, il y a des données qui laissent penser, vous le savez, on dit que l'intelligence, c'est 50-50. C'est ce qu'on dit habituellement. Hein. Et on sait également, vous l'avez noté, et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis hasardé à parler de gènes et de génétique, vous avez bien compris, c'est qu'il y a une hérédité connue, même dans le grand public. Ça, on sait que quand on a parmi ses parents de haut potentiel, on a de fortes chances de l'être. En tout cas, quand on voit des enfants qui sont haut potentiel, on va poser la question aux parents, et souvent, il y en a un des deux, au moins qui se manifeste comme l'étant aussi. Okay. Donc, je dirais que c'est peut-être encore plus fort pour le haut potentiel que pour le trouble d'apprentissage.
Mais c'est une perception personnelle qui est très subjective. Quelqu'un m'écrit un message. Ne devrait-on pas plutôt parler de zones de haute potentialité en opposition au haut potentiel dans le cas précis où un seul indice est supérieur à 125 ou 130? Autrement, le haut potentiel devient très fréquent, près d'un enfant sur 5 pour un seuil à 125 et près d'un enfant sur 10 pour un seuil à 130. Et donc, l'identification du haut potentiel n'a plus la même portée et la même signification. Alors, je suis d'accord avec ça, mais là, le message est très très long, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas tout le lire, mais ça pose vraiment cette question de la définition du haut potentiel. Et ça donne encore plus d'intérêt, à mon sens, au fait de rajouter des éléments qualitatifs aux éléments quantitatifs quand on veut poser un diagnostic de haut potentiel. Tout particulièrement quand on est face à des écarts importants. Un enfant qui a 125 de QI verbal et qui a 5 au test des cubes, on a vraiment tendance à penser que c'est un enfant très intelligent qui est également dyspraxique. Bon. Si en plus de ça, on vous dit qu'il a parlé très tôt, il savait lire avant d'entrer à l'école primaire, il pose des questions qui ont toujours fasciné son environnement, etc., on va avoir tendance, même s'il a que 125, à dire qu'il est précoce. Okay. En tout cas, moi, personnellement, je vais les regarder comme des enfants à besoins intellectuels particuliers, ce qui va entraîner des mesures particulières du point de vue pédagogique et des explications particulières aux personnes qui l'entourent. Voilà. Je pense que l'enjeu, il n'est pas tellement de pouvoir dire au potentiel ou pas au potentiel. Il est ici de montrer l'écart, finalement, entre des capacités générales et un domaine ou plusieurs domaines de déficit spécifique. Okay. C'est ça le véritable enjeu. Bon, il y a d'autres messages. Est-ce que d'autres veulent s'exprimer à l'oral ou je continue à lire les messages? Tout le monde utilise le terme très éclairant. Ben, je vous remercie de trouver ça éclairant. Ça me rassure parce que je craignais un petit peu d'aller trop loin dans l'hypothétique. Hein. Alors, chez les hauts potentiels, il y aurait plus fréquemment un trouble dysexécutif ou un profil de E, selon vous. C'est twice exceptional, je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein. De E, to E. Alors, le profil, ce que les anglo-saxons appellent twice exceptional, je pense que c'est exactement la même chose que ce que moi j'ai appelé HP10. C'est cette constatation de la double particularité. Okay. Et je trouve qu'elle est intéressante parce que justement, elle permet d'avoir à l'esprit que si on ne fait pas le diagnostic, on se trompe doublement en fait. On se trompe sur l'intelligence et on se trompe sur la difficulté. Okay. Et que rien qu'avec un WISC, on peut rétablir cette double erreur. Donc voilà, pour le twice exceptional, je pense que c'est un terme, on peut le traduire comme doublement exceptionnel en français. Je serais prêt à abandonner le terme de HP10 pour garder celui de doublement exceptionnel. Mais bon, exceptionnel, ça fait grand public. HP10, ça fait plus sérieux, plus médical. Alors comme je suis médecin, je me hasarde à utiliser plutôt ce terme-là. Alors quelqu'un me dit, en effet, ce qui est important, c'est le profil cognitif spécifique et non pas l'étiquette. Alors, pardon, Cynthia, vous avez demandé la parole, je vous en prie. Non, il faut que je vous remette le micro, excusez-moi. Oui, c'est correct. Bonjour. En fait, ce que je voulais savoir, c'était, il y a une comparaison qui se fait au Québec, on entend la différence entre les hauts potentiels et les très hauts potentiels. Et je me demandais si chez les très hauts potentiels, on voit plus souvent ce HP10. Je ne crois pas, non. Je pense que cet écart, il existe à tous les niveaux. Très, très haut, moyen ou bas, et on n'est plus dans le haut potentiel. Voilà. Au contraire, j'aurais tendance à penser que les très hauts potentiels, ils sont plutôt homogènes. Si tu veux.
d'autres questions orales avant que je continue à le lire? Bon, je crois qu'on a passé 16 heures et normalement, je ne sais pas si ce qui était prévu, mais je ne vais pas m'imposer plus longtemps avec vous. Je vous remercie de votre attention et vous devez avoir mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Moi, je suis prêt à partager ma petite expérience maintenant que je suis à la retraite depuis 6 mois. Donc, j'ai du temps à vous consacrer si vous le voulez. Merci. Bonne continuation à tous et toutes.